mondiale de la santé OMS, arrêté le 28 septembre et puis mercredi dernier. Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus à ce bulletin d'information de la rédaction de Canal 7. L'ancien chef des Jeunes Patriotes, Charles Blé Goudé, s'est présenté jeudi devant la Cour pénale internationale. Accusé de viol, d'assassinat et de nombreux autres crimes contre l'humanité, l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo s'est fait passer pour une victime et a plaidé non coupable au cours de sa longue intervention à la barre. Il a remis en cause les chefs d'accusation et indiqué que les vrais coupables se trouvaient au sein du régime en place en Côte d'Ivoire. Suivons ce reportage. Victime et non coupable, tels sont les mots prononcés par Charles Blé Goudé jeudi dernier devant la Cour pénale internationale. L'ex-chef des Jeunes Patriotes en Côte d'Ivoire plaide son innocence face aux nombreuses accusations qui pèsent contre lui. Accusé de violence sur les populations et notamment de meurtre, le général de la rue s'est évertué à faire croire que les multiples vidéos présentées par l'accusation lors de l'audience ne prouvent rien. On ne peut pas prendre quelqu'un parce qu'il y a des jeunes qui le suivent, il y a des jeunes qui le soutiennent, il y a des jeunes qui sautent à son appel. On ne peut pas lui reprocher ça. On ne peut pas lui reprocher. Jusqu'à présent, on ne nous montre pas une seule image où Blé Goudé a appelé à la haine, appelé à tuer, appelé au meurtre, appelé au viol. En aucun moment. Donc pourquoi il est là-bas? À cause de son charisme? À cause de son art oratoire? Mais là, je suis désolé. Charles Blé Goudé a demandé aux membres du jury de ne pas écrire son nom du mauvais côté de l'histoire, car il a toujours prôné pour la paix en Côte d'Ivoire lors des campagnes préélectorales 2010. Les centaines de partisans qui suivaient cette audience en direct depuis le siège du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples ont salué l'intervention de leur leader. Donc son intervention nous a plus rassurés. Il nous a beaucoup rassurés. On espère des lendemains meilleurs si la CPI est vraiment juste dans sa décision. Si elle est vraiment là pour juger les gens pour les faits et non pour ce qu'on pense d'eux, je pense qu'il nous reviendra. Ça, nous n'en doutons pas. Accusé de viol, assassinat et persécution, les principales charges retenues contre l'ex-chef des Jeunes Patriotes doivent être confirmées ou non par les juges de la CPI dans 60 jours. Alors que le parti de la défense et celui de l'accusation devront livrer leurs observations par écrit d'ici le 10 octobre prochain. La suite de ce journal avec les élections législatives et présidentielles prévues en octobre et novembre prochains en Tunisie, qui sont d'une extrême importance pour le monde arabe et l'Europe, a jugé la chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne lors d'une conférence de presse tenue jeudi à Tunis. Suivons le commentaire d'Abdelaziz Maïga. Avec 2 ans de retard après une succession de crises politiques provoquées notamment par l'essor d'une mouvance djihadiste armée, la Tunisie organise ses élections. À l'occasion d'une conférence de presse, notant le caractère primordial de ces scrutins, près de 4 ans après le printemps arabe, la chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne a jugé que les législatives du 26 octobre et la présidentielle du 23 novembre pourraient être un formidable signe d'espoir pour tous les voisins de la Tunisie. Si, grâce aux efforts des unes et des uns, on réussit à mettre en place un processus qui se déroule de façon satisfaisante, cela permettra à la Tunisie peut-être de tourner la page de la transition. Par ailleurs, elle a salué le degré de disponibilité de bonne volonté des acteurs politiques, des autorités et de l'instance chargée d'organiser ces élections, estimant que la Tunisie peut entrer dans une phase de consolidation de la démocratie si les scrutins se déroulent de manière convenable. C'est d'une extrême importance pour, bien sûr, en tout premier lieu pour les Tunisiennes et les Tunisiens, ça va de soi, mais c'est aussi d'une extrême importance pour l'Union européenne et ses États membres, et c'est une extrême importance pour toute la région.
La Tunisie fait figure d'exception parmi les pays ayant connu le printemps arabe. L'Égypte et la Libye ayant sombré dans la tourmente, le pays de Monsef Marzouki apparaît comme le seul à pouvoir amorcer une ère démocratique. La page culturelle de ce journal fixe nos projecteurs sur l'exposition itinérante Art of the Brick de l'artiste américain Nathan Sawaya, lequel a planté son chapiteau dans la ville de Londres depuis mercredi dernier. Plus de 80 œuvres faites entièrement en Lego et ont suscité une certaine admiration de la part du public. Le commentaire de Roland Djakou. Les spectaculaires sculptures en Lego de l'artiste américain Nathan Sawaya sont exposées depuis mercredi dernier dans la ville de Londres. Elles suscitent beaucoup d'admiration de la part du public venu apprécier ces objets d'art. Il lui a fallu environ 4200 heures pour réaliser les 80 œuvres actuellement exposées, dévouées à l'art de la brique, parmi lesquelles figure T-Rex. Vous avez T-Rex ici qui fait 6 mètres de long, 80 000 briques. Il a pris plusieurs mois à construire cette chose. Il est important que le public comprenne l'échelle de ces choses-là et qu'il vienne voir d'eux-mêmes plutôt que de le voir dans les photos. Créé en 2007, l'artiste s'est inspiré de l'art de jeu des enfants et depuis, l'art de la brique anime plusieurs artistes qui sont venus pour la circonstance en tant que fans et admirateurs de l'exposition. Il y a d'autres artistes Lego, mais aucun du calibre de Nathan. Nous avons beaucoup de personnes qui se considèrent des adultes fans de Lego. Il y en a des millions, la plupart d'entre eux sont d'immenses fans de Nathan et ils sont venus ici voir son travail de près. L'exposition itinérante Art of the Brick s'étendra jusqu'au 4 janvier 2015 et pour l'instant, aucune autre date n'est prévue. Sport à présent, l'un des fleurons du cyclisme africain n'aura pas lieu cette année. Ainsi en ont décidé les autorités du Burkina Faso pour cause de la peur de l'importation du virus Ebola dans le pays. Willy Tonangoy de Bambera. Prévu pour se dérouler du 23 octobre au 2 novembre prochain au Burkina Faso, le Tour du Faso, l'une des compétitions les plus prestigieuses du cyclisme africain, a été annulée par crainte d'Ebola. Et pourtant, le pays des hommes intègres ne signale aucun cas du virus, mais se trouve insuffisamment préparé, malgré les efforts réalisés, avait déclaré fin septembre dernier à nos confrères de l'AFP, le docteur Isaïe Meda, directeur de la lutte contre la maladie au Burkina. L'une des raisons évoquées, c'est aussi le fait que les autorités redoutent que les coureurs étrangers n'importent la maladie dans le pays. De ce fait, c'est pour la première fois depuis 28 ans que le Tour du Faso n'aura pas lieu. 15 écuries issues de 12 pays, 4 européennes, l'Allemagne, la Belgique, la France et les Pays-Bas, et 8 pays africains, l'Algérie, le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc, le Togo et le Burkina, dont aucun n'est touché par le virus, étaient engagés dans la compétition. La fièvre hémorragique Ebola a fait 3338 morts en Afrique de l'Ouest, dans 5 pays, Sierra Leone, Guinée, Libéria, Nigeria et Sénégal, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé OMS, arrêté au 28 septembre et publié mercredi dernier. À noter qu'un cas d'Ebola a été détecté aux États-Unis, où une personne est tombée malade 4 jours après son arrivée en provenance du Libéria. Voilà qui met un terme à ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.